Depuis quelques années, le Programme des Nations Unies pour le Développement PNUD implémente l'expérience d'un nouveau réseau de laboratoires d'accélération. À travers cette initiative, le PNUD ambitionne de déployer le plus grand réseau d'apprentissage sur les objectifs de développement durable. Plus de 90 laboratoires d'accélération sont alors créés en Afrique, en Europe de l'Est, en Asie, dans le Pacifique, en Amérique latine et dans les Caraïbes. Pour une réelle efficacité de cette initiative, une rencontre annuelle de partage d'expériences des laboratoires d'accélération des pays francophones de l'Afrique devrait régulièrement s'organiser. C'est dans cette perspective que les membres de ce réseau ont organisé et lancé la première édition, ce mardi 18 janvier 2022, dans la salle de conférence Béhanzin A de Azalaï Hôtel de la Plage, en République du Bénin. Cet échange de 3 jours a connu la participation de plusieurs expérimentateurs, explorateurs, cartographes de solutions et responsables des laboratoires d'accélération de tous les 13 pays francophones de la région Afrique du PNUD en présentiel et en visioconférence. Tout d'abord, qu'il me soit donc permis de vous souhaiter la bienvenue en terre hospitalière du Bénin. Et comme on le dit communément ici, dans les langues locales, je vais essayer de tenter en fond, c'est plus facile je crois, Mikwabo. Et en Mina, c'est un peu plus compliqué, c'est Wezon. Je suis venu vous dire aujourd'hui que grâce à vous, le Programme des Nations Unies pour le Développement, donc cette belle organisation à laquelle nous appartenons tous, a tous les atouts pour devenir l'organisation des innovations en matière de développement. Chers collègues, le 21e siècle est celui de l'hyper-innovation, qui imprime donc une dynamique inédite à nos économies qui sont bousculées, comme vous le savez, par des changements rapides, nombreux et inéluctables. C'est pour cela que je soutiens fortement cette belle initiative que constitue la présente rencontre pour une évaluation de vos interventions, car j'en suis convaincu. Une organisation qui innove, c'est une organisation qui embrasse le courage et l'agilité pour ne jamais être dépassée par les défis du développement. Je souhaite que ces 3 jours de partage et d'échange offrent l'opportunité aux laboratoires d'accélération de révéler au monde toutes les potentialités dont regorge l'Afrique francophone et la pertinence des laboratoires d'accélération comme vecteur de promotion de l'innovation et du développement. Afin d'évaluer les interventions des laboratoires au cours des 2 dernières années et définir l'offre de services appropriée pour leurs différents bureaux pays dans ce contexte de crise liée à la Covid-19 et de mise en œuvre du nouveau plan stratégique 2022-2025 du PNUD, chaque laboratoire, avec son cycle d'apprentissage, sentir, explorer, tester, développer, qui permet d'innover, doit relever le défi de partager ses connaissances avec ses collègues des programmes, mais également assurer une forme d'une relation de confiance et d'échange avec les différents partenaires du PNUD, que sont les communautés à la base, les partenaires gouvernementaux, le secteur privé, la société civile et les donateurs. Je crois vraiment que cet atelier permettra de renforcer les capacités des collègues et puis d'apporter au sein des différents bureaux respectifs toute cette énergie attendue et toute cette inspiration qu'on pourra mettre au service du développement. Et je pense rapidement, en regardant l'agenda aussi, c'est intéressant de voir toute cette rétrospective et la réflexion sur votre travail en tant que lab, et puis de voir les différentes réalisations et comment on pourra bâtir sur ça. Avoir les labs francophones, une fois encore ensemble, pourra aider à remédier à certains de ces facteurs-là, et aussi pouvoir ressortir ce qui est bonne pratique et apprentissage au sein de vos bureaux respectifs pourra aider à soutenir ces agendas en Afrique. Au Nigeria, c'était très édifiant de voir vraiment le positionnement aujourd'hui de ces pays sur des thématiques comme l'agriculture, comme la santé, comme l'urbanisation et comme le transport. Donc, je pense qu'en fonction du contexte de chaque pays et des réalités, il y a des domaines où on peut avoir de la valeur ajoutée
en considérant des dimensions comme la jeunesse africaine, les questions de résilience et toutes les questions de comment mieux connecter l'écosystème. Cette session a permis aux différents labs d'échanger sur leurs réalisations, les défis relevés et les perspectives pour cette nouvelle année. L'honneur nous échoit donc de commencer les présentations. Il y a 3 questions qui sont posées. Donc nous allons essayer de suivre en termes d'exploration, de cartographie et d'expérimentation pour répondre donc aux 3 questions. La réalisation que j'ai le plus, qui me touche le plus, c'est que nous avons réussi à introduire les technologies du futur dans les pratiques, non seulement du PNUD, mais également des partenaires nationaux, notamment le ministère des Eaux et Forêts et le ministère en charge de la protection civile, parce que nous avons réussi à leur montrer qu'à travers la dronautique et la robotique, on pouvait anticiper et on pouvait avoir une meilleure marge de manœuvre pour pouvoir avoir de meilleurs résultats, plutôt que de faire des choses avec des personnes qui vont compter des arbres ou qui vont surveiller des arbres ou qui vont... On a beaucoup de catastrophes avec les pluies et on se rend compte que c'est mieux de pouvoir avoir cette surveillance géospatiale et également de faire le planting d'arbres à travers les seed balls lancés depuis des drones, depuis le ciel, et c'est plus efficace pour la reforestation. Et je suis vraiment fière que ce prototype, qui n'était vraiment pas évident, a pu voir le jour et a été remis officiellement au ministère des Eaux et Forêts. Pour cette année 2022, j'allais dire que nous allons certainement poursuivre avec le défi que nous avons entamé l'année dernière, que nous avions considéré comme défi émergent par rapport au défi de la déforestation sur lequel nous étions engagés depuis 2020. Il s'agit donc de l'innovation, ce que nous avons appelé le concept d'innovation entrepreneuriale en faveur des jeunes et des femmes en Côte d'Ivoire. Il s'agit donc de cibler 100 000, je dis bien 100 000 jeunes et femmes, et faire en sorte qu'ils sortent de l'entrepreneuriat classique pour s'orienter un peu plus vers l'entrepreneuriat innovant. Le Lab Congo, s'il y a un travail, en tout cas les 2 collègues sont là, sur lequel nous sommes fiers, c'est notre travail sur la gestion de déchets solides. C'était pas facile. On a exploré, cartographié, mais heureusement, nous sommes arrivés jusqu'au bout. Nous avons identifié des solutions, au moins une dizaine dans ce secteur. On a pu expérimenter 2, et avec des conclusions aujourd'hui intéressantes. C'est les déchets recyclés, les déchets ménagers recyclés en briquettes de charbon, que nous avons mené une étude comparative avec le charbon classique, que je n'ai pas trop vu ici au Bénin, mais je crois qu'il y a un peu en Afrique. Donc le charbon qu'on dit charbon de bois, comparé avec celui des déchets, nous avons mené cette étude comparative avec des résultats aujourd'hui intéressants. On a aussi mené une étude comparative avec le pavé que j'ai vu dans la ville de Cotonou, au niveau du bureau de contrôle des bâtiments et des travaux publics. C'est vrai, il y a un certain nombre de paramètres qu'il faut revoir, mais au moins, il y a un certain nombre des indicateurs qui nous permettent de dire que, en allant de l'avant avec cette solution, il y a beaucoup de choses à réussir. Et le défi que nous avons essayé de mieux comprendre l'année dernière, c'est sur le secteur informel, que nous avons réalisé une très bonne exploration, une bonne cartographie. Donc voilà, c'était ça. On a beaucoup travaillé sur l'informel, tout ce qui est qu'on appelle introduction de déchets dans les pavés, dans les charbons aussi. On a beaucoup travaillé. On a été meilleur blog pour ce travail qu'il vient de décrire, et ça s'est très bien passé. Cette année, ce sera, comme il y a un thème qu'on va aborder là, c'est l'intégration du lab au niveau du bureau pays. C'est surtout ça pour lequel on va beaucoup travailler, parce qu'il y a beaucoup d'incompréhension, de doutes, de confiance. On parlait de manque de confiance, et voilà un peu nos perspectives pour 2022. Nous avons travaillé sur le financement à apporter aux acteurs du secteur informel, parce que, étant donné les répercussions assez sévères de la pandémie sur le secteur qui au Congo, pour votre information, a généré en 2017 3 000 milliards de CFA. Donc voilà, le but était donc d'aller auprès de ces acteurs, voir les problèmes auxquels ils sont confrontés au quotidien, et identifier en fait les pratiques qu'ils font en permanence, et pour pouvoir inscrire cela
dans le cadre d'un fonds de crédit revolving du PNUD en faveur de ces acteurs? Je crois que nous, on va un peu inverser l'ordre de questions, commencer par le défi et puis aboutir au résultat. Nous avons mené au moins 8 expérimentations dans le domaine de la santé numérique, donc la télémédecine, et 3 expérimentations dans le cadre des énergies renouvelables. Alors pour l'année 2022, ce que nous espérons faire, c'est de lancer plus d'expérimentations sur les questions prioritaires du Tchad, à l'exemple de la question d'accès à l'énergie, la question du changement climatique, notamment et également la question d'emploi des jeunes. Alors de façon transversale, nous aimerions aussi introduire les outils innovants et des technologies pour la collecte et l'analyse des données à temps réel, à l'exemple des données satellitaires, pour essayer de mieux appréhender à temps réel certains défis auxquels le pays fait face. En termes de réalisation dont on est fier au Bénin en cette année 2021, c'est essentiellement le lancement de la plateforme des innovations, plateforme innovation au Bénin, qui porte sur un travail qui a démarré depuis 2019 et qui relève un défi qui est de pouvoir mobiliser les acteurs de l'innovation au Bénin. Et en 2019, il y a eu un travail de cartographie qui a débouché à la mise en place d'une plateforme avec bien évidemment le support d'un acteur privé. Et en 2021, nous avons pu mettre à la disposition du public cette plateforme à travers un lancement. Et également, en termes d'action dont on est fier en 2021, je vais ajouter cette deuxième activité. C'est notre travail sur la jacinthe d'eau qui nous a été recommandé par notre structure d'ancrage qui est le bureau d'analyse et d'investigation de la présidence de la République qui nous a recommandé de travailler dans les zones lacustres du Bénin, essentiellement pour les aider à résoudre les questions d'assainissement sur les cours d'eau et également les questions liées aux constructions, au type d'habitat adéquat dans ces localités et également la facile circulation sur les cours d'eau. Nous avons là-dessus fait un travail d'exploration sur 3 localités lacustres du Bénin, à savoir Ganvier qui est situé dans Soava, les Aguégués qui est une commune des plateaux et de Lomé plutôt, et également la commune de Grand Popo qui comporte une île qui également a cette population qui rencontre ces défis. En termes de défis qu'on a eu, le premier c'est celui qui est commun et que les autres collègues ont déjà partagé, qui est de pouvoir collaborer, mieux s'intégrer dans le bureau. Mais face à ça, nous avons finalement eu une facilité. Le management est en train d'avoir beaucoup plus d'intérêt à ce que les laboratoires font en général dans le monde et précisément au Bénin. Et actuellement, des défis que c'était en 2021 vers la fin, c'est devenu un atout pour nous. Je laisse André Félix pour les perspectives. En termes de perspectives, pour 2022, nous voulons travailler sur l'intelligence artificielle, notamment le monitoring dans le secteur santé. Parce qu'en 2021, nous avons fait une formation sur l'intelligence artificielle. Et dans le secteur santé, on s'est rendu compte que la nuit, quand vous allez à l'hôpital, vous avez moins de médecins pour plusieurs malades et le suivi est mal fait. Donc on veut utiliser l'intelligence artificielle pour améliorer le suivi dans ça. Et la deuxième problématique, qui est notre problématique phare, c'est la nouvelle technologie de la blockchain, qui est une technologie qui doit nous permettre de réaliser, de régler, de faire face, de relever des défis de développement. Mais généralement, on ne l'utilise pas dans ce sens. Et nous voulons le faire. Au Bénin, on a déjà commencé. Nous allons poursuivre sur ça
en 2022. L'après-midi de la première journée de cette rencontre a été alors consacré à la mise en place de 3 groupes de travail qui ont réfléchi sur les problématiques liées à l'intégration de ces laboratoires d'accélération dans les bureaux pays, les besoins de formation et de renforcement des capacités et enfin les opérations d'engagement facility. Nous étions appelés à plancher sur le thème suivant, intégration du lab dans le bureau pays. Donc tout ce qui est lié aux différents défis auxquels nous faisons face quant à la collaboration que nous avons avec les différentes unités de nos bureaux respectifs. Du point de vue méthodologique, on a adopté 4 parties. Premièrement, faire un état des lieux individuel au niveau de chaque lab, desquels on a pu déterminer ce qui revenait le plus. Donc quels sont les problèmes sur lesquels on pense que nous tous on est confrontés. Et de ces problèmes-là, nous avons pu définir certains défis qui sont au nombre de 5. S'agissant de l'état des lieux, on note une faible association des labs aux initiatives du bureau pays. Deuxièmement, il y a une mauvaise perception du mandat des labs. Et il y a 2 éléments qui expliquent ça. Il y a certains qui pensent que le lab est une unité stratégique et il y a d'autres qui pensent que le lab est une unité opérationnelle. Et cette perception-là, elle est d'autant plus dommage que ça empiète sur la capacité des unités et des membres du lab à collaborer avec dans les différents projets. Je pense que c'est très important qu'on puisse mener des activités d'identification des besoins du bureau de façon très organisée et très structurée. Pas que de l'organisation, mais même de façon individuelle, nos collègues, ce serait très intéressant qu'on puisse connaître leurs besoins et qu'on puisse aller dans le sens de satisfaire ces besoins-là. Parce que, comme l'administrateur l'a dit, les laboratoires, ce n'est pas forcément, on le sait tous, ce n'est pas un laboratoire physique, c'est une façon de penser. Maintenant, cette façon de penser-là, d'apporter du nouveau, d'innover et d'améliorer le travail de l'organisation et les personnes qui constituent cette organisation-là. Je pense qu'en le faisant, en le poussant, c'est cette façon de travailler-là qu'on pourrait aussi, faire passer à nos collègues qui vont aussi peut-être aller dans ce sens-là, dans la satisfaction du gouvernement et de nos partenaires. Moi, je vois vraiment le laboratoire comme cette structure-là au sein du PNUD qui facilite les choses, qui accélère, qui accélère l'identification des problèmes, qui accélère, tout à l'heure le groupe 3 va rentrer dans les détails, mais vraiment qui permet d'optimiser les opérations. Donc ce n'est pas que stratégique, mais c'est à la fois stratégique et opérationnel. Voilà. Merci Sako. Nous avons travaillé sur les besoins d'information et développement des capacités. En termes de notre méthodologie, on avait en fait fait ce travail en 5 étapes. La première étant justement de définir d'abord l'approche par laquelle on était censé résoudre ce problème. Deuxième étape, c'était en fait de définir quelle est la logique, parce qu'il y avait plusieurs approches qui étaient possibles. Est-ce qu'il fallait procéder par fonction, par étape des cycles d'apprentissage, ou bien en fait, l'approche de Copcorn. Ensuite, on a fait en fait un brainstorming pour définir les différents besoins. C'est que nous avons fait la priorisation maintenant des différents besoins qui ont été exprimés. Et le dernier point, c'est la recommandation. C'est une seule recommandation en fait qui est faite. Donc en termes de méthodologie qui est adoptée pour faire ce travail, nous avons plutôt retenu le cycle d'apprentissage. Donc l'étape par cycle d'apprentissage. Donc nous avons la recherche de sens, l'exploration, l'expérimentation et la mise à l'échelle. Donc une fois défini cela, nous avons plusieurs besoins qui ont été exprimés en termes de formation et de développement de capacités. Donc pêle-mêle, il y a les techniques de brainstorming, gestion d'entretien, il y a la déviance positive, je vais peut-être aller vite là-dessus et s'il y a besoin d'explications, nous allons y revenir. Il y a la connaissance en outils de communication,
la connaissance linguistique, certains ont appelé enfin, immersion linguistique ou bain linguistique, analyse prospective, il y a outils et méthodes de collecte des données, il y a le design thinking, il y a l'identification de données, il y a l'outil d'analyse de données, il y a l'outil numérique de planning. Les formations que le groupe a retenues tiennent compte au fait du cycle d'apprentissage. Et au niveau du cycle, chaque profil a son rôle là. Donc ce ne sont pas des formations qui sont des formations hors profil, puisque pour chaque formation, on a explicité. Et si vous approchez du tableau, à quelle étape du cycle la formation est nécessaire et elle peut être utilisée, ça a été utilisé. Ça a été marqué sur le post-it de la formation, parce qu'on a mis les cycles de 1 à 4. Et si c'est au début du cycle, si c'est au niveau de senti qu'on a besoin de cette formation-là pour mieux apprécier le problème, mieux identifier le problème, on l'a mis. Maintenant, pour la question de la communication, pourquoi on a mis la communication? On a constaté que la communication est la base de notre intégration, c'est la base pour pouvoir faire passer ce que nous avons identifié. Il faut pouvoir mieux présenter ça en fonction du public que tu as devant toi. Donc, c'est pour ça qu'il y a des formations qui sont liées à la communication, qui sont nécessaires pour nous. Même la simple façon de présenter le résultat, les PowerPoints qu'on fait, simplement ça permet de mieux faire passer le message. Donc, on a trouvé que, en tant que laboratoire, quand même, il faut qu'on ait ces formations-là, parce que d'abord, on fait des blogs, on communique et tout ça. Même s'il y a une équipe de communication, c'est nous qui comprenons mieux nos thématiques, nous comprenons mieux les défis, et on doit pouvoir les exprimer en des langages terre à terre, mais en respectant les principes de communication. Au niveau du groupe 3, on a essayé de rester très succinct. Donc je vais aller vite. On a essayé d'abord de répertorier les défis qu'on avait dans nos relations avec les opérations. On a commencé. On a notamment soulevé les problèmes d'accès et de connaissance des outils de gestion. Ensuite, on a parlé un peu des méconnaissances des processus de PPM, so Project Management, etc., etc. Et bon, là, on arrive au niveau des collègues, surtout la résistance au changement. Et inadéquation entre les types de modèles d'accord et les besoins des labs. Donc déjà, les best practices qu'on a pu relever en ce sens, c'est que déjà, il faut des formations des collègues, notamment des opérations, sur l'engagement facilities des labs. Qu'est-ce qu'il y a dedans, quelles sont les facilités, quels sont les avantages et aussi peut-être les contraintes qui existent. Ensuite, un peu dans le même sens, il faudrait peut-être mettre en place, avoir un facilitateur ou un point focal au niveau des opérations. Encore une fois, peut-être quelqu'un qui est assez aguerri à la façon de faire des opérations, mais qui est assez flexible pour comprendre aussi que nous, nouvel arrivants, on a du mal à comprendre exactement ce que fait le PNUD et qui peut servir de traducteur ou bien de pont entre nous. La matinée du mercredi 19 janvier 2022 a été marquée par la présentation d'un plan stratégique 2022-2025 et l'importance des différents outils du laboratoire dans l'opérationnalisation et la mise en œuvre de l'approche portfolio du dit plan, ainsi qu'une brève présentation de la contribution du laboratoire du Niger avec l'appui de l'équipe régionale à l'élaboration du CPD 2023-2027 du Niger. Aujourd'hui, ce qui est important et ce qui ressort du plan stratégique, c'est vraiment la prise en compte de la question de la complexité. Aujourd'hui, tous les défis auxquels on fait face sont ce genre de défis de développement qui sont très complexes, qui sont dynamiques et où on voit une certaine interconnexion entre ces différents défis-là. Donc, je pense que la question aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'on peut faire en tant qu'organisation et aussi en tant que lab pour aider les différents bureaux pays.
le contexte de ce plan stratégique nous montre carrément que le nombre de personnes vivant dans la pauvreté a augmenté pour la première fois depuis 1998. On a le Covid et son impact. Il y a une digitalisation qu'on voit un peu partout dans nos pays. On a des problématiques majeures, notamment le changement climatique et la perte de biodiversité, les conflits qui sont complexes et qui sont là. On a une fragmentation au niveau du multilatéralisme sur les questions de développement où on voit des pays qui s'isolent ou des décisions qui mettent des pays de côté. Mais en même temps, le contexte aussi s'y est pour montrer qu'il y a des opportunités et des choix à faire. Et donc l'ambition du PNUD par rapport à ce plan stratégique, c'est de pouvoir lutter contre la pauvreté, notamment à aider 100 millions de personnes à s'extraire de cette pauvreté multidimensionnelle. Aussi, je pense que le PNUD veut soutenir l'accès à l'énergie pour 500 millions de personnes et pouvoir mobiliser des ressources additionnelles pour le développement et pour financer le développement à hauteur de 1000 milliards. Et on joue un rôle important dans l'organisation des élections à travers le monde, notamment en Afrique, où on va aider 800 millions de personnes à participer à des élections pour la première fois. Donc, je pense que ça, c'est vraiment ambitieux et montre aussi qu'est-ce qui nous attend en tant que lab, en tant que bureau pays. Ce qu'il y a de nouveau sur le plan stratégique, c'est comment est-ce qu'on aborde ces questions-là, comment est-ce qu'on travaille sur ces questions. Et donc, il y a 3 directions pour le changement qui ont été identifiées. Donc, la transformation structurelle, ne laisser personne pour compte et renforcer la résilience. Donc ça, ce sont vraiment les principes de base autour de ces 6 solutions. Et on a 3 catalyseurs ou 3 facteurs catalytiques, dont l'innovation stratégique, la digitalisation et pouvoir mobiliser des financements pour le développement. Et donc, peut-être je vais un peu passer sur ces orientations du changement, sur ces principes de base. Je pense plus ou moins connus de tous. Par exemple, quand on dit ne laisser personne de compte, c'est vraiment essayer de voir comment on a une inclusion, une équité, une responsabilité quand on fait du développement. Donc, maintenant, les solutions de développement intégré, comme je le disais, sont les mêmes, qui sont les 6 qui sont là. Et quelque part aussi, l'offre stratégique pour l'Afrique, qu'on appelle Africa Promesse, est alignée sur ces 6 domaines ou thématiques prioritaires. Donc, en tant que facteur de réussite, pour pouvoir maximiser, pour pouvoir impacter ce qu'on disait, le comment pour changer les choses, il y a ces 3 facteurs catalytiques qu'on appelle les enablers qui ont été identifiés. Donc, comment est-ce qu'on peut aider les pays à construire des sociétés qui sont digitalement inclusives, éthiques et durables, et l'innovation aussi pour aider les communautés, les gouvernements, pour améliorer les systèmes, les rendre souples, résilients, agiles, comme on a vu un peu, par exemple, le rôle de l'AB pendant la crise du Covid tout au début, et amener des ressources en ciblant des secteurs, des partenaires, par exemple au niveau du secteur privé, pour soutenir et mobiliser des financements autour des ODD. Donc, les partenariats aussi restent un rôle clé. Et on a vu vraiment au niveau du lab comment est-ce que ces partenariats se font et s'établissent au niveau local à travers l'écosystème. Si je me rappelle dans les chiffres et le travail fait par nos collègues à New York, on a identifié plus de 500 partenaires locaux depuis qu'on a commencé les labs. Et donc, je pense ça, c'est un levier qui est là et le lab peut jouer un rôle, peut continuer de jouer un rôle dans ce sens-là, à mobiliser vraiment des acteurs variés. Je pense que le partenariat, ce n'est pas juste financier, mais c'est de voir ce que chaque acteur au niveau de l'écosystème peut apporter sur ces questions-là. Donc Fanny me disait que j'étais au niveau des questions de renforcement des capacités. Donc je pense que
C'est un plan ambitieux, vous voyez les objectifs au début que j'ai présentés. Donc, ça suppose qu'on a vraiment les compétences qu'il faut, les compétences nécessaires pour mener à bien ce projet-là et dont l'apprentissage comme une partie clé de ce processus. Et d'ailleurs, dans le plan stratégique, quand vous lisez, l'apprentissage revient carrément. Comment est-ce qu'on intègre l'apprentissage comme résultat de manière générale? Et je pense, oui, au lab, on est quelque part outillé, mais hier, j'écoutais un peu aussi ces besoins de formation sur les analyses prospectives, par exemple, le foresight. Et ce serait bien que ces recommandations ressortent et qu'on puisse partager avec l'équipe globale. Donc, je parlais ensuite des questions de données, notamment l'utilisation, par exemple, des données en temps réel, qui est aussi un des principes au niveau du lab. Comment est-ce qu'on gère les risques? Comment est-ce qu'on amène de nouvelles méthodes pour mesurer l'impact et les résultats? Par exemple, comment est-ce qu'on peut considérer l'apprentissage comme étant un résultat? Oui. Et pas juste se focaliser, par exemple, sur compter des interventions ou des réalisations. La mobilisation des financements. Et puis, je pense qu'on est en train d'améliorer tous nos systèmes de gestion, notamment notre ERP comme Atlas. On a des... je pense qu'il y a des transformations aussi au niveau des opérations qui vont accompagner ce processus-là. On a cette vision où on se projette sur 5-10 ans. On a le sense-making qui permet de regarder la programmation actuelle, opposée à qu'est-ce qu'on a l'intention de faire en tant que bureau pays, où sont les besoins et quelles sont les priorités au niveau du pays. Donc, ce qui va permettre de voir si les programmes en cours sont alignés, donc est-ce qu'on va vers la bonne direction et où est-ce qu'on a besoin en termes conciliation, qui va s'appuyer sur ce qui existe, les conclusions de l'analyse de sense-making, par exemple, et combiner avec l'analyse prospective pour vérifier la pertinence de la programmation actuelle par rapport aux besoins qu'il y a en termes d'anticipation et en termes de projection. À partir de là, on dégage un portefeuille logique qui permet de voir quels sont les nouveaux domaines et qu'est-ce qu'on peut faire en termes d'intervention supplémentaire si c'est par rapport au programme existant ou aux interventions existantes. Et je vais revenir sur l'exemple du Niger avec les collègues qui sont dans la salle, comment est-ce qu'on a abordé cette question-là. Et donc cette théorie, elle est très linéaire pour dire qu'on a un problème, on va vers une solution, et ce qui n'est pas le cas. Donc, l'approche système ici vise vraiment à accélérer l'apprentissage à travers la formulation de ces options et des hypothèses qu'on a autour de ces options-là. Et qu'on ait un narratif cohérent en termes d'intervention, surtout aussi avoir ce point de vue système. À la fin de ces différentes communications, les laboratoires d'accélération du Bénin, de la Guinée, du Congo-Brazzaville et du Togo, étant à l'honneur, ont respectivement présenté leurs travaux sur la plateforme des innovations, l'initiative bénévole de l'innovation BEIN, le Hackathon 2020 de riposte contre la Covid-19 et la digitalisation de l'état civil. Par exemple, après avoir écouté les uns et les autres, on s'est rendu compte qu'on peut repartir ce que nous faisons en 5 groupes. Le premier groupe concerne le développement des applications ou des plateformes de gestion. Et là, on a vu que la Guinée a développé une plateforme de gestion de la comptabilité à partir des images. Et le Bénin a développé cette plateforme des innovations, c'est des développements des applications. Ils peuvent travailler en synergie pour voir ce qu'ils peuvent apporter l'un à l'autre pour pouvoir avancer. La deuxième catégorie qu'on a identifiée, c'est tout ce qui a lien avec l'éducation,
les systèmes de gestion éducative, les systèmes de gestion des services publics, on peut les mettre en lien, en fait, que ce soit l'éducation ou le service public, c'est in fine du service public. L'éducation, in fine, c'est du service public. Donc, et les systèmes, la digitalisation de l'éducation n'est pas en fait loin de la digitalisation des services publics. Et là, on a vu qu'il y a la Guinée qui est en train de travailler sur la digitalisation de son système éducatif. Il y a la Mauritanie qui s'est engagée sur la transformation digitale, particulièrement sur l'identité numérique, qui intéresse le Togo également. Il y a le Burkina Faso qui digitalise son service public, le Niger qui est sur tout ce qui est la data science, et le Togo qui utilise les vidéos pour améliorer l'enseignement dans le secondaire. Je voudrais vous dire qu'en 2020, nous avons élaboré notre PTI en bonne et due forme, signé par le management. Et autour de juin ou juillet, on nous dit, bon, il y a un certain nombre d'actions qu'il faut d'abord laisser. On a une priorité qui est là, c'est la Covid. Et donc ce défi est apparu comme ça. Et on était obligé de l'insérer dans notre façon de faire, dans notre PTIA. Et finalement, on s'est accordé pour lancer un jeu concours dénommé Hackathon pour identifier des solutions non seulement de lutte contre la propagation de la Covid, mais aussi, en tout cas, la partie post-Covid. Et après, bien sûr, cette sélection des top 5, les résultats étant connus, la cérémonie de remise des chèques symboliques étant faite, nous sommes passés finalement à l'appui, puisqu'il ne fallait pas se limiter là. L'intérêt, ce n'était pas ça. Alors, on avait attribué un prix à chaque lauréat, 2 500 000 de CFA. Mais qu'on ne devrait pas remettre, qu'on devrait les aider à mener un processus, conduire un processus d'expérimentation pour finalement les aider à mieux restructurer leur projet. Et donc, ces 3 solutions, ces 5 solutions d'ailleurs, ont fait l'objet d'un accompagnement du PNUD à travers un processus d'expérimentation. L'expérimentation a consisté à quoi en fait? C'était les aider à acquérir vraiment les équipements nécessaires, les outils nécessaires pour la réalisation des tests et expérimentations, mettre à leur disposition l'expertise nécessaire, c'est-à-dire que certains avaient des plateformes mais qui nécessitaient une restructuration. Donc il fallait recruter un technicien IT, mettre à leur disposition pour finalement les aider à finaliser cette plateforme. Et puis, à chaque fois, par exemple ceux qui étaient dans l'agriculture, les mettre en contact avec les experts, notamment nos collègues de la FAO, pour essayer un peu de les aider à élaborer des hypothèses qui feront l'objet des tests. Et donc cette phase, nous l'avons réalisée avec succès, ce qui fait qu'aujourd'hui, nous avons 3 plateformes fonctionnelles et toutes ces petites fabriques, masques, gel, ont été testées avec succès. Je crois qu'en décembre, là, nous sortons même de Pointe-Noire puisque les 3 plateformes sont à... les 3 lauréats de ces plateformes sont en Pointe-Noire. Maintenant, la question que jusque-là, on se pose tous, c'est que nous l'avons réalisé. Les plateformes sont fonctionnelles. Les hypothèses qui ont été formulées à la base sont testées, c'est vrai. Mais la phase suivante, là je pose une question, hein, elle est ouverte. Qu'allons-nous faire de toutes ces plateformes? Comment allons-nous faire pour les appuyer parce que l'idée, ce n'était pas qu'ils s'arrêtent là. Et c'est là où je rejoins Abdoulaye pour dire, bon, c'est sûrement un grand combat au niveau du programme pour voir ce que nous allons faire pour que finalement, depuis Côte d'Ivoire, j'ai compris, depuis la Côte d'Ivoire, qu'on sente qu'il y a une certaine initiative qu'on appelle les grandes serres du Congo et qui permet de faire la commercialisation des produits agricoles. Au niveau du gouvernement également, le PNUD a apporté un autre appui, donc qui a consisté à procéder à l'informatisation du système d'information et de recueil de publication des données sur le marché du travail. Aujourd'hui, avec l'appui du PNUD, donc il existe une plateforme qui fournit toute l'information nécessaire en produisant donc des statistiques exigées
donc, et ceci donc de façon réelle. Une autre plateforme que nous avons aidé le gouvernement à mettre en place, c'est ce qu'on appelle la plateforme de dématérialisation des actes de reclassement. On a une autre plateforme qu'on a aidé le gouvernement à mettre en place, qu'on appelle donc le portail des formalités administratives. Vous voyez, en fait, c'est la porte d'entrée à ce niveau. Lorsque vous voulez avoir accès à toutes les autres plateformes, il suffit seulement de rentrer donc, dans ce portail donc, des démarches administratives donc, au niveau de la fonction publique. Cette assemblée d'échange a été l'occasion aux acclameurs d'aborder en fond les opportunités de connexion interpays sur les problématiques liées à la digitalisation, à l'employabilité des jeunes, au secteur informel, à la gestion des déchets, à l'économie bleue et à l'agriculture. Le cadre de résultats du lab au niveau global, qui est également d'application au niveau de chacun des pays, a été présenté et de riches échanges ont permis d'en apprécier la portée en tant que boussole pour la mise en œuvre des activités du lab. En termes d'environnement, agriculture, climate change, etc., on a trouvé qu'il y avait pas mal de synergies et de points communs. Bon, déjà, pour énumérer ce qu'on a trouvé, il y avait les équipes qui étaient intéressées par le biogaz, la conservation des produits agricoles, l'imagerie satellitaire pour améliorer la productivité, cartographie des techniques d'irrigation. Beaucoup, je pense qu'il y en a au moins 2 ou 3 qui sont dans le bureau carburant et le Congo étant particulièrement dans la bioélectricité, donc production d'énergie, recyclage, pavé à partir de déchets plastiques. Ça, c'était encore le Congo, le Togo aussi s'y intéressait. Les stations synoptiques, donc alerte précoce, ça c'était au Sénégal. Les faux sceptiques, biogaz, plus l'utilisation des fertilisants bio, Sénégal, le Togo aussi s'y intéressait. Climat et sécurité. Je crois qu'on a échangé sur secteur informel, employabilité et puis entrepreneuriat. Alors bon, rapidement, nous avons essayé de répertorier les différentes sous-thématiques qui étaient communes au pays. Donc, on a la question du financement des PME, que ce soit du secteur formel ou informel, sur lesquels travaillent la Guinée, le Togo et le Congo-Brazza. Sur l'entrepreneuriat innovant, il y a la RCI qui travaille sur cette thématique. Il y a le Bénin également qui veut élaborer un rapport national sur le développement de l'innovation au sein du pays. Et aussi la plateforme dont ils ont parlé le matin. Donc également, au Togo, nous avons lancé avec un programme, la Facilité togolaise pour l'accélération et l'innovation, qui consiste à porter un coup de pouce à tout ce qui est initiative innovante des jeunes dans le pays. Par exemple, après avoir écouté les uns et les autres, on s'est rendu compte qu'on peut repartir ce que nous faisons en 5 groupes. Le premier groupe concerne le développement des applications ou des plateformes de gestion. Et là, on a vu que la Guinée a développé une plateforme de gestion de la comptabilité à partir des images. Et le Bénin a développé cette plateforme des innovations, c'est des développements des applications. Ils peuvent travailler en synergie pour voir ce qu'ils peuvent apporter l'un à l'autre pour pouvoir avancer. La deuxième catégorie qu'on a identifiée, c'est tout ce qui a lien avec l'éducation, les systèmes de gestion éducative, les systèmes de gestion des services publics. On peut les mettre en lien, en fait, que ce soit l'éducation ou le service public, c'est in fine du service public. L'éducation, in fine, c'est du service public. Donc, et les systèmes, la digitalisation de l'éducation n'est pas en fait loin de la digitalisation des services publics. Et là, on a vu qu'il y a la Guinée qui
est en train de travailler sur la digitalisation de son système éducatif. Il y a la Mauritanie qui s'est engagée sur la transformation digitale, particulièrement sur l'identité numérique, qui intéresse le Togo également. Il y a le Burkina Faso qui digitalise son service public. Le Niger qui est sur tout ce qui est la data science. Et le Togo qui utilise les vidéos pour améliorer l'enseignement dans le secondaire. La journée du jeudi 20 janvier 2022 est celle qui marque la clôture de cette rencontre annuelle de partage d'expériences des laboratoires d'accélération des pays francophones. Un brainstorming sur les différentes recommandations afin de faciliter l'intégration et les travaux du lab a été réalisé. Plusieurs recommandations qui seront partagées avec l'équipe globale ont été formulées dans ce cadre. Vous savez, le défi auquel vous êtes confrontés, j'en discutais avec mes collaborateurs, l'innovation, c'est bien, et il faut l'innovation. Mais l'innovation, il faut l'ancrer sur des défis qui se posent de manière à assurer leur durabilité. Il faut l'ancrer sur des décideurs de manière à assurer la durabilité. Il faut l'ancrer au bureau, au sein de vos bureaux respectifs, de manière à assurer une appropriation et une durabilité. Ce dont je vous parle, c'est la blockchain pour le développement. C'est de capitaliser sur cette technologie. Et cette technologie, je peux vous assurer, l'infime élément de cette technologie, c'est la finance. Mais en plus de la finance, il y a l'assurance, il y a l'identité, il y a l'environnement. En fait, il y a les ODD. Donc, ne soyez pas émerveillés par l'attrait de gain. Et cet attrait est véritable et c'est légitime. Et d'ailleurs, je vous encouragerai, à titre personnel, à regarder de près. Mais à titre institutionnel, je vous invite sur la blockchain pour le développement. Et par rapport à ça, c'est des cas d'usage. Je connais un monsieur, Antonos, un grec. Quand il a découvert la blockchain, il s'est enfermé dans sa maison pendant 3 mois. Il n'est pas sorti pour percer le mystère de la blockchain. Et quand il a percé le mystère de la blockchain, il a explosé. Évidemment, ce n'est pas ce que je vais demander à des experts comme vous. Mais c'est juste pour dire qu'il y a besoin de s'éduquer. Il faut s'éduquer dans le secteur. À partir de ton téléphone, tu as accès à un espace qui était par le passé complètement réservé à une élite. Tout individu, qui que ce soit, peut aller sur son téléphone, il télécharge Trust Wallet, qui est un portefeuille, et il démarre. Donc c'est accessible, c'est là où on parle de l'inclusion financière. Les recommandations contenues que je m'en vais vous lire sont en fait celles qui sont issues des travaux conduits du 18 au 20 janvier. Elles font suite aux analyses de groupe effectuées progressivement sur les thématiques principales de cette rencontre annuelle des labs francophones, première du genre. Elles sont relatives entre autres à la rétrospective et aux ambitions, à l'état d'esprit et l'environnement de travail des labs, au partage des réalisations, les segments de connexion des labs et l'identification des défis relatifs à l'intégration des labs dans les bureaux pays et à l'optimisation des processus d'innovation ainsi qu'à l'accélération de la logique de portefeuille. La première recommandation, c'est l'instauration d'une semaine de l'innovation dans chacun des bureaux pays. Ce serait un événement annuel sous le leadership des labs dont l'objet serait d'aligner l'ensemble des bureaux pays sur le plan stratégique 2022-2025, tant au niveau opérationnel que problématique. Il y a le renforcement de la participation des labs à la programmation, la planification et la conceptualisation au sein du bureau. Il y a l'adoption d'un plan 2022 d'échange et de mobilité entre labs, donc proposer une programmation d'échange de mobilité entre les labs sur les bases des différents enseignements afin de mieux travailler sur des chantiers communs et d'optimiser et d'accélérer l'apprentissage. Il y a aussi l'élaboration d'un document cadre de proposition de valeur du lab. C'est vrai qu'il existe une documentation sur les Hack Labs, mais les échanges de l'atelier ont montré que l'approche est insuffisamment connue, tant au sein des bureaux pays qu'au niveau des partenaires, des différents écosystèmes. Donc cet aspect-là permettra de
il faudra aussi considérer l'aspect linguistique, parce que s'il a fallu que les francophones se rencontrent, ça veut dire vraiment qu'il y a une certaine barrière linguistique qui ne nous permet pas forcément de contribuer autant qu'on aurait bien voulu le faire. Je vous remercie. La rencontre annuelle de partage d'expériences des laboratoires d'accélération des pays francophones de l'Afrique a pris fin par le partage d'insights sur la blockchain comme thématique que chaque laboratoire pourrait explorer. Chers membres des équipes des laboratoires d'accélération des pays francophones, chers collègues, mesdames et messieurs, donc la retraite des laboratoires d'accélération qui prend fin cet après-midi est un événement qu'il faut souligner particulièrement, car elle démontre combien nous, donc pays francophones, avons su dépasser nos verticalités traditionnelles pour travailler en transversalité sur un but commun. Preuve sans doute que les blocages sont plus dans nos têtes et la force de nos habitudes que dans les textes et la juxtaposition de nos laboratoires et bureaux pays respectifs. Savoir réinventer nos pratiques, nos organisations, nos modes de gestion, nos modes de communication interne et externe pour améliorer la performance globale de nos bureaux pays sont des défis sur lesquels ces 3 jours de retrouvailles ont attiré l'attention de tous les laboratoires afin de mieux les affronter. Comme j'ai eu l'occasion de le souligner déjà lors de la cérémonie d'ouverture, il importe que votre cycle d'apprentissage, sentir, explorer, tester, développer, qui constitue votre quotidien et qui vous permet d'innover, irrigue vos collègues des programmes de vos bureaux respectifs. À travers donc un partage de connaissances dont vous avez le secret, pour mieux les transformer, afin que notre organisation ne soit jamais dépassée par les défis de développement. Il en est de même pour les principaux partenaires de notre institution, que sont les communautés à la base, les structures gouvernementales, le secteur privé, la société civile et les donateurs. Ces 3 jours vous ont permis, je n'en doute point, de renforcer vos compétences, de découvrir et d'assimiler de nouvelles techniques d'animation et surtout de disposer, susciter et mettre en pratique de nouvelles idées pour relever cet important défi de partage de connaissances avec vos collègues et les autres acteurs de développement que je viens de citer. Je reste convaincu que vous ne ménagerez pas vos efforts pour saisir la très belle opportunité de partage de connaissances que vous offre l'élaboration dans vos différents pays respectifs, donc des nouveaux CPD alignés sur le plan stratégique 2022-2025. Chers collègues, je suis sûr que toutes les questions que vous avez traitées au cours de cette rencontre ont été abordées dans l'esprit de véritables précurseurs de l'innovation que vous êtes au sein de notre organisation. Et parfois, avec la préoccupation dominante de proposer des solutions immédiates, plutôt que de prévoir, même à court terme, l'évolution d'une situation dont la prise de conscience est déjà claire. Or, s'il est légitime que les problèmes urgents à résoudre retiennent d'abord l'attention, il convient aussi de ne pas en dissocier la prévision de leur évolution si l'on veut bien préparer l'avenir. À cet égard, je me permettrai de vous souhaiter, maintenant que la rencontre présentielle se termine aujourd'hui, de continuer entre vous en virtuel. Donc les réflexions ainsi que les collaborations pour une bonne prévision et une bonne mise en pratique des résultats auxquels vous êtes parvenus. Je m'en voudrais de ne pas finir mes propos sans exprimer ma gratitude à toutes celles et tous ceux qui, grâce à cette première rencontre des labs francophones du Bureau Afrique, mais je n'oublierai pas mes collègues, je pense qu'ils étaient là, en tout cas le premier jour, a pu se dérouler donc dans des conditions qui ont assuré son succès. Je réitère également mes remerciements, en particulier à Gina et Amadou, qui ont permis l'organisation de vos travaux, et les techniciens ici présents qui ont facilité la diffusion des différentes interventions. Quant à ceux qui ont présenté des communications en ligne, ainsi que ceux qui ont suivi en ligne, parce que, pour une raison ou une autre, n'ont pas pu se joindre à nous en présentiel, tous ont également droit à ma gratitude, tant en raison de l'apport original de chacun
que de l'intérêt suscité par leur contribution. Quant à vous, chers collègues, chères équipes des laboratoires, vous pouvez compter sur mon appui personnel en termes de plaidoyer, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour que vos recommandations deviennent des actions concrètes. Je vous souhaite un bon retour dans vos pays respectifs. Donc, vive les laboratoires d'accélération francophones, vive l'innovation en Afrique francophone. Je vous remercie. Okay. Une rencontre de partage d'expériences appréciée à sa juste valeur. Comme c'est la première fois qu'on va voir en physique nos collègues des autres bureaux pays, c'était vraiment une opportunité pour nous et on était très chaud pour participer. Donc on a eu la chance d'avoir toutes les facilités possibles. Venir ici, ça veut dire aussi s'inspirer de ce qui est fait au niveau des autres ACLAB et aussi partager notre expérience avec les collègues qui peuvent aussi s'inspirer de notre expérience et solutions identifiées et mises en place en Mauritanie. De ces 3 jours, je retiendrai vraiment une très grande capacité des différents laboratoires au niveau de l'Afrique francophone de se coordonner, de se synchroniser et d'organiser pratiquement en totale autonomie cet atelier qui est extrêmement fructueux et intéressant. Et donc les résultats des discussions m'ont beaucoup impressionné et la capacité des intervenants et la capacité d'écoute et d'échange, de partage d'expériences est vraiment appréciable. Vraiment, c'est pour nous un grand jour, un moment d'intense, de partage d'expériences, de connaissances et aussi d'émotions. Vraiment, c'est des amis et des collègues avec lesquels on travaille en ligne, mais maintenant, on se rencontre en physique. Vraiment, c'est très intéressant et nous avons appris beaucoup de choses intéressantes qu'on pense qu'on va les appliquer une fois au retour dans nos pays respectifs. Déjà, on pense que le Bénin, qui est le pays hôte, est un très beau pays. En tout cas, Cotonou est très beau, est très paisible et très calme. Donc déjà, le paysage nous a déjà apaisés. Ça nous a permis de travailler dans de très, très bonnes conditions. Donc, comment j'évalue? C'est un travail qui est fait par nous-mêmes. Donc, ça s'est très bien passé. C'était convivial avec les autres collègues. Les échanges étaient houleux parfois, mais scientifiques. On était vraiment concentrés et on voulait vraiment sortir quelque chose de constructif, quelque chose de consistant qui va être un outil de base que nos pays, nos bureaux pays, sur lesquels nos bureaux pays vont s'appuyer pour travailler. Donc, en termes d'évaluation, je pense que c'est une expérience très enrichissante qui, je pense, tout le monde avait déjà parlé de ça, qui va être renouvelée dans un autre pays. Non, je pense que l'organisation jouit pour ma part d'un satisfecit, dans le sens où la façon dont ça a été structuré nous a permis de balayer un certain nombre de problématiques et qui, à mon sens, ont permis, n'est-ce pas, de nous projeter dans l'avenir avec certaines clartés sur les travaux que nous avons à faire. Et donc ça, c'est un point positif à l'organisation. Et surtout que le point d'ancrage était vraiment de faciliter les exercices avec tout ce qui est pratique. Donc on était moins dans la théorie, mais beaucoup plus dans la pratique. Ça aussi, c'est un point positif. Et donc pour moi, c'est vraiment une organisation qui est en tout cas satisfaisante. Et donc il y a lieu vraiment de poursuivre sur cette lancée pour les prochaines organisations du même type. Je dois avouer que j'ai plutôt des sentiments de satisfaction. Satisfaction déjà pour l'honneur qui était le nôtre de pouvoir héberger ce groupe de personnes ici au Bénin et d'abriter cet important atelier. Et je crois qu'en ayant participé à la session de clôture tout à l'heure, j'ai écouté un peu les interventions des participants et la satisfaction est liée justement au fait que j'ai senti une satisfaction venant de leur part. J'ai écouté la qualité des discussions qui ont eu lieu et je crois que c'est de bon augure. L'objectif justement a été d'offrir un cadre qui leur permettrait de s'exprimer sur les défis auxquels ils sont confrontés, sur les meilleures pratiques que chacun d'eux a pu vivre dans le cadre justement de leur expérience locale dans leur pays
Et je crois que ça a été justement des discussions assez intéressantes qui permettront d'identifier des conclusions telles que je les ai écoutées. L'initiative de la rencontre, de la présente rencontre des laboratoires francophones du RBA est partie des équipes de laboratoire, notamment de l'équipe des groupes des expérimentateurs. C'est d'eux qu'est partie l'idée parce que dans nos différents laboratoires, nous sommes confrontés à beaucoup de problèmes et il y a certaines personnes qui ont pu trouver des solutions et il était important pour nous de faire cette rencontre pour pouvoir échanger les bonnes pratiques et également discuter ensemble sur les autres problèmes pour lesquels on n'a pas de solution. Les difficultés, il y en a de plusieurs ordres. Premièrement, il y en a sur la question de la date, de la définition de la date ou de la période au cours de laquelle l'activité devrait avoir lieu. Et sur ça, on a eu beaucoup d'échanges et beaucoup de discussions avant de revenir finalement à une proposition qui n'a pas, entre griffes, été acceptée par tous, mais qui finalement a été une obligation parce que les gens cherchaient cette occasion depuis longtemps. Et donc, c'était pour les uns et les autres le moment de pouvoir profiter de ça. À l'avance, ce n'était pas gagné. C'est dans un contexte avec beaucoup de contraintes, en fait, que cette réunion-là s'est tenue. Loin, avec une équipe dirigeante qui était là en virtuel et pas en présentiel. Et donc, je pense que si ça a été une réussite, c'est le fruit des efforts de tout un chacun, tant nous, au Bénin, qui avons été l'équipe organisatrice avec notre management, le RR et le DR derrière nous, mais aussi tous les collègues qui ont montré de la bonne volonté, qui ont été disponibles pour répondre aux différentes exigences que demandait leur présence au Bénin. Donc, en fait, c'est le résultat d'un effort collectif, en fait. Et puis, c'est un sentiment de satisfaction qui m'anime parce que, bon, avant de commencer, c'était comme toute une montagne. Mais là, on arrive à la fin, on se rend compte que nous avons atteint nos objectifs. Les collègues ont pu échanger, ils ont pu partager des expériences. Il y a des pistes de collaboration qui sont créées. Il y a des recommandations que nous avons faites et avec le mot de clôture de notre représentant en résidence qui seront portés au plus haut niveau, c'est-à-dire jusqu'à l'administrateur du PNUD, qui est l'instigateur même des laboratoires. Donc, nous avons foi que cette rencontre-là fera tache d'huile, que ce ne sera pas juste une goutte d'eau dans la mer et quand le travail des laboratoires dans les pays francophones dans le domaine de l'innovation sera davantage promu. Et c'est dans une ambiance conviviale que les membres des différentes équipes des laboratoires d'accélération du Programme des Nations Unies pour le développement des pays francophones de l'Afrique se sont dit au revoir. Rendez-vous donc en 2023 pour une réédition du même exercice, mais avec de nouvelles perspectives innovantes.